Pas de dîner pour les menteurs, annonça mère en verrouillant la cuisine pour le 3e jour consécutif. Père hocha la tête. Tu mangeras quand tu auras appris le respect. Ma sœur ajouta, certains enfants ont simplement besoin d'apprendre par des conséquences sévères. Mon frère acquiesça. Enfin, quelqu'un lui apprend la vraie discipline et les limites. Maman continua, certains enfants ne méritent tout simplement pas de manger tant qu'ils ne présentent pas des excuses sincères. Quand je me suis évanoui à l'école, l'infirmière m'a pesé et a immédiatement appelé le 911. Les découvertes de l'hôpital allaient détruire ma famille pour toujours. Je m'appelle Kimberly, et je vivais dans ce que tout le monde pensait être la famille parfaite. Mes parents, Gregory et Evelyn Fletcher, étaient des piliers de notre petite communauté de l'Indiana. Papa était un agent d'assurance respecté. Maman faisait du bénévolat à l'église et était présidente de l'association des parents d'élèves. Ma sœur aînée, Mélanie, avait 17 ans et était capitaine de l'équipe de débat, tandis que mon frère, Preston, 16 ans, était le quarterback vedette de l'équipe de football universitaire bien qu'il ne soit qu'en seconde. Et puis il y avait moi, la déception. Je n'étais pas athlétique comme Preston ni doué pour les études comme Mélanie. J'étais au mieux moyenne, luttant contre une légère dyslexie qui rendait l'école plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être. Mais le vrai problème n'était pas mes notes ou mon manque de trophées. Le vrai problème était que j'avais commencé à remettre les choses en question. Cela a commencé doucement. J'ai demandé pourquoi nous dépensions tant d'argent pour les tournois de débat de Mélanie alors que je ne pouvais pas avoir de tuteur pour mes difficultés de lecture. Je me suis demandé à voix haute pourquoi Preston avait eu une voiture pour son 16e anniversaire alors que Mélanie et moi devions marcher ou prendre le bus. J'ai demandé pourquoi on attendait de moi que je fasse la plupart des tâches ménagères pendant que mes frères et sœurs se concentraient sur leurs activités importantes. Mes parents appelaient cela du manque de respect et de l'ingratitude. Mes frères et sœurs étaient d'accord, surtout après que mes parents ont commencé à les traiter encore mieux pour contraster avec ma mauvaise attitude. Le point de rupture est survenu un mardi de mars, pendant ma 2e année de lycée. J'avais demandé poliment si je pouvais rejoindre le club d'art de l'école. Cela coûtait $50 de frais et se réunissait 2 fois par semaine après l'école. J'avais économisé l'argent de mon babysitting pour couvrir les frais moi-même. Absolument pas, dit maman sans lever les yeux des dissertations de candidature à l'université de Mélanie. Tu arrives à peine à gérer tes responsabilités actuelles, et tes notes sont terribles. Mes notes ne sont pas terribles, protestai-je. J'ai principalement des B et des C, et j'ai travaillé très dur, aussi. N'ose pas me répondre, lança-t-elle sèchement. C'est exactement le genre d'attitude irrespectueuse qui empoisonne cette maison. Papa leva les yeux de son aide à Preston pour ses vidéos de recrutement de football. Ta mère a raison, Kimberly. Tu n'as été qu'ingrate ces derniers temps. Peut-être que tu dois apprendre à apprécier ce que tu as. C'est là que j'ai commis mon erreur fatale. J'ai dit, je veux juste faire quelque chose que j'aime pour une fois. Mélanie a le débat, Preston a le football, mais je ne peux même pas avoir le club d'art. La pièce devint silencieuse. Mélanie ferma lentement son ordinateur portable. Preston mit sa vidéo en pause. Le visage de maman devint rouge. Comment oses-tu te comparer à tes frères et sœurs? Siffla maman. Ils méritent leurs privilèges par l'excellence et le respect. Toi, tu ne mérites que la déception. Je fais de mon mieux, dis-je, les larmes commençant à monter. Je voulais juste. Tu es une menteuse, m'interrompit papa. Si tu faisais de ton mieux, tes notes seraient meilleures. Si tu étais respectueuse, tu ne remettrais pas nos décisions en question. Tu es manipulatrice et trompeuse, et nous en avons assez. C'est à ce moment-là que maman a fait l'annonce qui allait tout changer. Pas de dîner pour les menteurs. Tant que tu ne nous montreras pas un respect et une honnêteté appropriés, tu ne mérites pas de manger à notre table. Je la fixai, choqué. Vous n'êtes pas sérieux. On ne peut plus sérieux, dit papa en hochant la tête d'un air approbateur. Tu mangeras quand tu auras appris le respect. Mélanie intervint avec un sourire suffisant. Certains enfants ont simplement besoin d'apprendre par des conséquences sévères. Peut-être que cela t'apprendra enfin un peu de gratitude. Preston hocha la tête sagement comme s'il dispensait une sagesse ancestrale. Enfin, quelqu'un lui apprend la vraie discipline et les limites. Maman continua, l'air presque satisfaite d'elle-même.
Certains enfants ne méritent tout simplement pas de manger tant qu'ils ne présentent pas des excuses sincères et ne changent pas complètement d'attitude. On m'envoya dans ma chambre pendant qu'ils profitaient du dîner. Je pouvais sentir l'odeur du rôti de bœuf et entendre leur rire résonner dans la maison. Le lendemain matin, je suis descendu en espérant que ce n'était qu'une sorte de leçon tordue. Ils n'allaient sûrement pas vraiment me laisser mourir de faim. Mais la cuisine était différente. Maman avait installé une serrure sur la porte du garde-manger pendant la nuit. Le réfrigérateur avait un cadenas. Même la corbeille de fruits avait disparu. « Bonjour, ma chérie », dit maman joyeusement à Mélanie, qui mangeait des crêpes et du bacon. « As-tu bien dormi ?» Je suis resté là, en pyjama, l'estomac gargouillant. « Est-ce que je peux avoir du petit déjeuner ?» La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. « As-tu appris le respect ?» demanda papa sans lever les yeux de son journal. Je suis désolé de vous avoir questionné, dis-je doucement. Ce ne sont pas de vraies excuses, dit Mélanie, du sirop coulant de sa fourchette. De vraies excuses impliquent d'assumer ses responsabilités et de montrer qu'on comprend le mal causé. Tu dois comprendre pourquoi ton comportement était si blessant et irrespectueux, ajouta maman. Tant que tu ne pourras pas montrer un remords sincère et un engagement à changer, tu devras avoir faim. J'ai essayé d'argumenter, mais papa m'a coupé. C'est exactement le genre d'attitude qui t'a mise dans cette situation. Chaque mot de défi prouve que nous faisons ce qu'il faut. Ils sont partis au travail et à l'école, me laissant seul avec des placards fermés à clé et l'estomac vide. À l'école, j'étais trop gêné pour dire à qui que ce soit ce qui se passait. J'ai utilisé mon argent de poche pour acheter un petit sandwich, mais cela a à peine calmé ma faim. Quand je suis rentré à la maison, les serrures étaient toujours là. Au 3e jour, je commençais à désespérer. J'avais réussi à acheter des crackers et une petite pomme avec le reste de mon argent de babysitting, mais il me restait moins de 2 $. La faim était maintenant constante, une douleur lancinante qui rendait difficile la concentration en classe. Ce matin-là, j'ai réessayé. S'il vous plaît, ai-je supplié. Je suis vraiment désolé. Je comprends maintenant que j'ai été irrespectueuse. Est-ce que je peux juste avoir des céréales, s'il vous plaît? Maman me regarda d'un air évaluateur. Es-tu vraiment désolé, ou as-tu juste faim? Je suis vraiment désolé, ai-je menti. La vérité était que j'étais furieuse et effrayée, mais j'étais aussi affamée. Je ne te crois pas, dit-elle simplement. Tu essaies juste de nous manipuler avec de fausses larmes et des mots vides. De vraies excuses viennent du cœur, pas de l'estomac, opina sagement Mélanie en beurrant son toast. On peut toujours savoir quand Kimberly est fausse. Elle a ce regard désespéré dans les yeux. Le fait que tu te concentres sur la nourriture au lieu de réfléchir sincèrement à ton comportement prouve que tu n'as rien appris, ajouta Preston, chargeant son assiette d'œufs et de saucisses. Papa plia son journal et me regarda avec ce qu'il pensait probablement être de la sagesse paternelle. La punition n'est pas efficace si nous cédons dès que les choses deviennent un peu inconfortables. Tu mangeras quand tu auras vraiment appris ta leçon. J'ai à peine tenu la première heure de cours. Pendant le cours d'anglais de la 2e heure, les mots sur la page n'arrêtaient pas de se mélanger. J'avais toujours eu du mal à lire à cause de ma dyslexie, mais maintenant les lettres semblaient danser et se brouiller d'une manière que je n'avais jamais connue. Madame Thompson, ma professeure d'anglais, a remarqué que je vacillais sur ma chaise. Kimberly, est-ce que ça va? Tu as l'air pâle. Ça va, ai-je marmonné, mais ça n'allait pas. La pièce tournait légèrement, et j'avais un bourdonnement dans les oreilles. La 3e heure était le cours de sport. Le coach Williams nous faisait faire des tours de piste, et j'ai fait la moitié du tour avant que ma vision ne commence à se rétrécir. J'ai ralenti pour marcher, puis je me suis arrêté complètement, les mains sur les genoux, haletante. Fletcher! Cria le coach Williams. Qu'est-ce qui te retient? J'ai essayé de répondre, mais les mots ne venaient pas. Le monde a basculé sur le côté, et la dernière chose dont je me souviens, c'est le goût de la terre et le son des cris de mes camarades de classe. Je me suis réveillé dans le bureau de l'infirmière avec Madame Patterson, l'infirmière de l'école, penchée sur moi avec une expression inquiète. Il y avait un linge frais sur mon front et un brassard de tensiomètre sur mon bras. « Te voilà, dit-elle doucement. Tu nous as fait une belle frayeur. Comment te sens-tu? Fatigué, ai-je croassé. Ma bouche était comme du papier de verre.
Quand as-tu mangé pour la dernière fois, ma chérie? La question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Que arriverait-il à ma famille? Malgré tout, je ne voulais pas les détruire. J'ai pris le petit déjeuner, ai-je menti faiblement. Madame Patterson fronça les sourcils et vérifia son presse-papier. Kimberly, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Tu t'es évanouie pendant le cours de sport. Ta tension artérielle est extrêmement basse, et tu montres des signes de déshydratation et de malnutrition. Quand as-tu pris un vrai repas pour la dernière fois? J'ai regardé les dalles du plafond, comptant les trous dans les panneaux acoustiques. 27 dans la dalle juste au-dessus de moi. Kimberly, dit Madame Patterson plus fermement, je vais te demander de monter sur la balance. Je voulais refuser, mais j'étais trop faible pour discuter. Madame Patterson m'a aidé à aller jusqu'à la balance dans le coin du bureau. J'y suis monté à contre-cœur. Elle a déplacé les poids, a froncé les sourcils, a vérifié à nouveau, puis les a déplacés encore une fois. Son visage est devenu blanc. Kimberly, tu as perdu 12 livres, environ 5,4 kg, depuis ton dernier examen médical en septembre. C'était il y a 6 mois. Pour une fille de ton âge et de ta taille, c'est extrêmement préoccupant. Est-ce que manger a été difficile à la maison ces derniers temps? J'ai réalisé qu'elle me donnait une ouverture, une chance de dire la vérité sur plus que les 3 derniers jours. La perte de poids avait un sens maintenant. Il y avait eu d'autres punitions, d'autres repas manqués, d'autres fois où j'avais été envoyé au lit sans dîner pour diverses infractions. Le confinement de 3 jours n'était que la version la plus extrême de quelque chose qui se produisait progressivement. Elle m'a aidé à retourner sur le lit de camp, puis s'est dirigée vers son bureau. Je l'ai regardé prendre le téléphone avec des mains tremblantes. « Je dois appeler tes parents, dit-elle. »« S'il vous plaît, ne le faites pas, » ai-je murmuré, mais elle était déjà en train de composer le numéro. J'ai écouté sa partie de la conversation avec une terreur grandissante. « Madame Fletcher, c'est Madame Patterson du lycée. »« Oui, l'infirmière de Kimberly. Elle s'est évanouie pendant le cours de sport aujourd'hui, et je suis très inquiète pour sa santé. »« Non, madame. Ce n'est pas quelque chose qui peut attendre après le travail. J'ai besoin que vous veniez à l'école immédiatement. » Il y eut une longue pause. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, votre fille a perdu 12 livres et montre des signes de malnutrition sévère. C'est une urgence médicale. Oui, je comprends que vous soyez occupée, mais, Madame Fletcher, si vous ne pouvez pas venir à l'école dans l'heure qui suit, la loi m'oblige à appeler les services d'urgence. » Une autre pause. Puis la voix de Madame Patterson devint glaciale et professionnelle. « Je vois. Dans ce cas, j'appelle le 911 maintenant. Votre fille a besoin de soins médicaux immédiats. Les ambulanciers sont arrivés en moins de 10 minutes. Maman est arrivée juste au moment où il me chargeait dans l'ambulance, son visage un masque d'inquiétude et de confusion qui semblait authentique à quiconque ne savait pas la vérité. « Je ne comprends pas, dit-elle aux ambulanciers. Elle mangeait normalement à la maison. Peut-être qu'elle a un trouble de l'alimentation. Vous savez comment les adolescentes peuvent être à propos de leur poids. Je voulais crier, mais j'étais trop faible, et le masque à oxygène rendait cela impossible. Quoi qu'il en soit, j'ai croisé le regard de Madame Patterson à travers la fenêtre de l'ambulance. Elle écrivait furieusement dans son carnet, et je pouvais voir qu'elle ne croyait pas au spectacle de maman. À l'hôpital, ils m'ont branché à des perfusions de liquides intraveineux et ont fait ce qui semblait être des centaines de tests, analyse de sang, analyse d'urine, et évaluation psychologique. Maman est restée à mon chevet, jouant parfaitement le rôle de la mère inquiète. Je ne comprends tout simplement pas comment cela a pu arriver, n'arrêtait-elle pas de dire aux médecins et aux infirmières. Elle semblait bien à la maison. Elle mangeait normalement. Peut-être qu'elle vomissait en secret. J'ai entendu parler de filles qui font ça. Le docteur Cruz, le médecin traitant, était une femme d'âge mûr avec des yeux bienveillants et aucune patience pour les absurdités. Elle a demandé à maman de sortir pendant qu'elle m'examinait. « Kimberly, dit-elle doucement, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Quand as-tu pris un vrai repas pour la dernière fois? » J'ai regardé vers la porte où maman faisait les 100 pas dans le couloir. « Je sais que tu as peur, dit le docteur Cruz. Mais tu es en sécurité ici. Quoi qu'il se passe à la maison, nous pouvons t'aider.
Mais j'ai besoin de la vérité. Quelque chose dans sa voix a brisé ma peur. C'était peut-être l'épuisement ou le soulagement d'être enfin dans un endroit où les adultes semblaient se soucier de mon bien-être. Mais l'histoire a jailli, 3 jours sans nourriture, les placards verrouillés, la punition pour manque de respect, toute la dynamique tordue de ma famille soi-disant parfaite. Je lui ai aussi parlé du schéma, comment les repas manqués étaient devenus des punitions de plus en plus courantes au cours de l'année écoulée, comment la perte de poids avait été progressive jusqu'à cette escalade finale et extrême. Le docteur Cruz a écouté sans interruption, prenant des notes. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Kimberly, je veux que tu saches que ce qui t'est arrivé n'est pas une punition normale. C'est de la maltraitance. Tu montres des signes de sous-alimentation chronique et de déshydratation aiguë. Ton corps a été soumis à un stress bien plus long que ces 3 derniers jours. Le docteur Cruz a fait appel à l'assistante sociale, Véronica, qui m'a de nouveau interrogé pendant que maman attendait dehors. Cette fois, j'ai raconté toute l'histoire, y compris le schéma de violence psychologique et les restrictions alimentaires croissantes qui s'étaient accumulées depuis des mois. Madame Park était minutieuse. Elle a posé des questions sur mes frères et sœurs, ma routine quotidienne, mes résultats scolaires et la dynamique familiale. Elle a pris des photos de mon état et a tout documenté méticuleusement. Quand ils ont finalement laissé maman revenir, elle est immédiatement passée à la vitesse supérieure. Docteur, je suis si inquiète pour Kimberly. Elle s'est mal comportée ces derniers temps mentant, étant irrespectueuse. Je me demande si ce n'est pas une sorte de comportement pour attirer l'attention. Peut-être qu'elle a arrêté de manger pour nous inquiéter. Le docteur Cruz a regardé maman avec un dégoût à peine dissimulé. Madame Fletcher, votre fille souffre de sous-alimentation chronique et de déshydratation sévère. Son corps montre des signes de stress prolongé et de privation intermittente de nourriture. Ce niveau de perte de poids et de détérioration physique ne provient pas de 3 jours de rébellion adolescente normale. Mais elle mangeait à la maison, insista maman. Je lui préparais ses repas. Peut-être qu'elle les jetait quand nous ne regardions pas. C'est intéressant, intervint Madame Park, parce que Kimberly a mentionné que les placards de la cuisine et le réfrigérateur étaient verrouillés. Pouvez-vous expliquer cela? J'ai regardé le visage de maman passer par plusieurs expressions avant de se figer dans une confusion blessée. Verrouillé? Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Nous ne verrouillons pas notre cuisine. Donc, si nous visitions votre maison en ce moment, nous ne trouverions aucune serrure sur les placards ou le réfrigérateur? Insista Madame Park. La pause de maman fut juste un battement trop long. Bien sûr que non. Ce serait de la maltraitance. 2 heures plus tard, Madame Park est arrivée chez nous avec un policier et une ordonnance du tribunal. Papa, Mélanie et Preston étaient tous rentrés à ce moment-là, ayant été appelés par maman. Je n'étais pas là pour cette partie, mais je l'ai appris plus tard grâce au rapport de police et à Madame Park. Les serrures étaient toujours sur les placards de la cuisine et le réfrigérateur. Dans le placard de la chambre de mes parents, ils ont trouvé les clés sur le porte-clés de maman ainsi qu'un carnet où elle documentait mes problèmes d'attitude et mes tentatives de correction. Le carnet était accablant, avec des entrées comme « Jour 3 de la restriction alimentaire ». Le sujet reste défiant, ne montrant aucun remords sincère. Doit maintenir la cohérence de la punition pour obtenir une modification du comportement. Elle avait traité ma famine comme une expérience scientifique. Confronté aux preuves, papa a tenté de prétendre qu'il protégeait la nourriture de mon trouble de l'alimentation avec crise de boulimie. Mélanie a dit qu'ils essayaient de m'aider à perdre du poids parce que j'étais devenue un peu rondelette. Preston, que Dieu le bénisse, a été le seul à sembler réaliser la gravité de la situation et est resté silencieux. Madame Park a trouvé d'autres preuves du dysfonctionnement de la famille. Ma chambre était dépouillée par rapport à celle de mes frères et sœurs. Alors que Mélanie avait un ordinateur, une bibliothèque complète et des murs décorés, et que Preston avait du matériel de sport, des affiches et des appareils électroniques, ma chambre ne contenait guère plus qu'un lit, des meubles de base et quelques vieux livres. Le réfrigérateur racontait sa propre histoire. Il était rempli de nourriture, des yaourts chers avec le nom de Mélanie dessus, des boissons protéinées pour Preston, des restes gastronomiques de restaurants où je n'étais jamais allé. Mais il n'y avait rien qui pouvait être considéré comme mien, pas d'aliments qui tenaient compte de mes préférences ou de mes besoins alimentaires. J'ai passé 4 jours à l'hôpital pendant qu'il me réhydratait et réintroduisait lentement la nourriture dans mon système.
Pendant ce temps, l'enquête s'est étendue. Les services de protection de l'enfance ont contacté mes professeurs, qui ont admis avoir remarqué des changements dans mon comportement et mon apparence mais n'avaient pas su comment les interpréter. Madame Thompson a dit que j'étais devenue de plus en plus distraite et fatiguée en classe. Le coach Cruz a signalé que mes performances sportives avaient considérablement diminué. Plusieurs professeurs ont mentionné que j'avais semblé renfermé et triste, mais ils avaient attribué cela à des problèmes typiques de l'adolescence. Le conseiller scolaire, Monsieur Davis, se sentait terriblement mal. Kimberly était toujours si calme et polie, a-t-il dit aux enquêteurs. Elle ne causait jamais de problème, ne demandait jamais d'aide. Avec le recul, cela aurait pu être un signe avant-coureur, mais elle semblait s'en sortir. Ce qui a vraiment scellé le sort de ma famille, c'est l'entretien de Mélanie avec l'assistante sociale. Ma brillante sœur, championne de débat, ne s'était apparemment pas rendu compte que se vanter des méthodes de discipline efficaces de la famille serait considéré comme une preuve de maltraitance plutôt que de bonne parentalité. Elle a raconté à Madame Park avec une fierté évidente comment ils avaient enfin trouvé une conséquence qui fonctionnait sur moi. Elle a décrit mes réactions à la restriction alimentaire comme la preuve que j'étais enfin en train d'apprendre le respect. Elle a même mentionné qu'ils avaient documenté mes progrès pour aider d'autres familles avec des enfants difficiles. L'entretien de Preston fut différent. Lorsqu'on l'a interrogé sur la situation, il a fondu en larmes et a admis qu'il s'était senti mal à l'aise avec la punition mais n'avait pas su quoi faire. Maman et papa disaient que c'était nécessaire, n'arrêtaient-ils pas de répéter. Ils disaient que Kimberly devait apprendre. Les accusations sont tombées comme un coup près. Maman et papa ont été arrêtés pour maltraitance d'enfants, mise en danger d'enfants et négligence d'enfants. Les serrures, le carnet et les preuves médicales ont rendu le dossier en béton. Les nouvelles locales se sont emparées de l'histoire. Un agent d'assurance locale et sa femme arrêtés pour avoir affamé leur fille était le titre qui a détruit leur réputation si soigneusement construite. Papa a immédiatement perdu son emploi. Maman a été démise de ses fonctions de présidente de l'association des parents d'élèves et interdite de bénévolat à l'église. J'ai été placé temporairement en famille d'accueil pendant qu'ils décidaient quoi faire de Mélanie et Preston. Ils étaient assez âgés pour rester dans la maison sous la surveillance de ma grand-mère maternelle, mais je ne pouvais pas y retourner. Ma famille d'accueil, les Johnson, étaient des gens gentils spécialisés dans les placements d'urgence. Madame Johnson était une ancienne enseignante, et Monsieur Johnson travaillait pour les services sociaux de l'État. Il comprenait le traumatisme et était patient avec ma guérison. La première fois que Madame Johnson m'a demandé ce que je voulais pour le petit déjeuner, j'ai commencé à pleurer. Pas parce que j'étais triste, mais parce que personne ne m'avait demandé ce que je voulais manger depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Vivre avec les Johnson fut un ajustement auquel je ne m'attendais pas. Après des années à marcher sur des œufs, à surveiller constamment mes paroles et mes actions pour éviter les punitions, avoir soudain des adultes qui se souciaient réellement de mon bien-être était presque écrasant. La première semaine a été la plus difficile. Madame Johnson posait des questions simples comme « Comment s'est passée l'école ? Ou que aimerais-tu pour le dîner ? » Et je me figeais, essayant de trouver la bonne réponse qui ne me causerait pas de problème. Il m'a fallu des jours pour réaliser qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse, qu'elle demandait parce qu'elle voulait sincèrement savoir. Monsieur Johnson a remarqué que j'accumulais de la nourriture dans ma chambre. Au lieu de se fâcher ou de me faire tout jeter, il s'est assis avec moi et m'a expliqué doucement qu'il y aurait toujours de la nourriture disponible, que je n'aurais plus jamais à m'inquiéter d'avoir faim. C'est normal, dit-il gentiment. Beaucoup d'enfants qui viennent ici font la même chose. Prends tout le temps dont tu as besoin. Ils m'ont présenté à leur autre fille d'accueil, Maria, qui avait 16 ans et était avec eux depuis 8 mois. Maria avait sa propre histoire de traumatisme familial, et elle est devenue comme une grande sœur pour moi. Elle m'a appris des choses qui semblaient évidentes mais qui ne m'avaient jamais été expliquées, comme comment demander de l'aide pour les devoirs sans paraître provocante, et comment exprimer ses préférences sans se sentir coupable. Le plus difficile, m'a dit Maria un soir alors que nous nous vernissions les ongles dans sa chambre, c'est d'apprendre que tu as le droit de prendre de la place, que tes pensées et tes sentiments comptent, que tu n'as pas à mériter la décence humaine la plus élémentaire. Elle avait raison. J'avais passé si longtemps à essayer de me minimiser, d'être aussi petite et inaperçue que possible, que j'avais oublié que j'avais le droit d'exister pleinement. Retourner à l'école après l'hospitalisation a été brutal. Tout le monde savait ce qui s'était passé. L'arrestation avait fait la une des journaux de notre petite ville.
Certains camarades de classe étaient compatissants, mais d'autres semblaient penser que je l'avais en quelque sorte cherché ou que j'exagérais ce qui s'était passé. Le pire a été d'affronter mes anciens amis, les quelques-uns que j'avais. Ils ne savaient plus comment me parler. Certains m'évitaient complètement, tandis que d'autres me traitaient comme si j'étais en verre, parlant sur des tons prudents et apitoyés qui me donnaient envie de disparaître. Mais il y a aussi eu des alliés inattendus. Madame Thompson, ma professeure d'anglais, est devenue une ardente défenseur. Elle a travaillé avec moi après l'école, m'aidant à rattraper le travail que j'avais manqué et fournissant des aménagements pour ma dyslexie que mes parents avaient toujours refusé de mettre en place. « Tu es incroyablement brillante, Kimberly », m'a-t-elle dit lors d'une de nos sessions. « Ton esprit traite simplement l'information différemment, et ce n'est pas une faiblesse. » Certaines des personnes les plus créatives et les plus performantes au monde sont dyslexiques. Pour la première fois, quelqu'un traitait ma différence d'apprentissage comme quelque chose avec quoi travailler plutôt que comme une preuve de mon insuffisance fondamentale. Le cours d'art est devenu mon sanctuaire. Monsieur Park, le professeur d'art, était un homme tranquille qui comprenait que parfois les élèves avaient besoin d'exprimer des choses qu'ils ne pouvaient pas mettre en mots. Il ne m'a jamais poussé à parler de mes dessins, mais il m'a encouragé à explorer différents médiums et techniques. J'ai commencé par de simples croquis principalement des paysages et des natures mortes, des sujets sûrs et neutres. Mais progressivement, mon art est devenu plus personnel. J'ai dessiné des images de portes verrouillées, d'assiettes vides et de dîners de famille où une chaise restait vide. Monsieur Park regardait ces œuvres pensivement et hochait la tête, comprenant leur signification sans avoir besoin d'explication. Pendant que je m'adaptais à la vie avec les Johnson, l'enquête sur ma famille s'étendait d'une manière que je ne comprenais pas entièrement à l'époque. Madame Park, l'assistante sociale, avait contacté les services de protection de l'enfance dans d'autres États où nous avions vécu auparavant, à la recherche de schémas de comportement. Ce qu'elle a trouvé était troublant mais pas entièrement surprenant. En Ohio, où nous avions vécu quand j'étais au collège, un rapport avait été déposé par un enseignant qui s'inquiétait de mes absences fréquentes et de la baisse de mes notes. Le rapport avait fait l'objet d'une enquête, mais mes parents avaient été charmants et coopératifs, et j'avais eu trop peur pour dire la vérité. L'affaire avait été classée sans suite. Dans le Kentucky, où nous avions vécu brièvement quand j'étais en 5e, un voisin avait appelé les services de protection de l'enfance après avoir entendu ce qui ressemblait à une punition excessive, des cris, des pleurs, et ce que le voisin décrivait comme un enfant suppliant pour de la nourriture. Encore une fois, l'enquête n'avait abouti à rien car j'avais eu trop peur pour parler, et mes parents l'avaient expliqué comme un drame d'adolescent normal. Madame Park a également interrogé des membres de la famille élargie. Ma grand-mère maternelle, Rose, a fondu en larmes pendant son entretien et a admis qu'elle s'inquiétait de notre dynamique familiale depuis des années mais n'avait pas su quoi faire. Evelyn a toujours été contrôlante, a dit grand-mère Rose à Madame Park. Même enfant, elle avait besoin que tout soit parfait, que tout le monde se comporte exactement comme elle l'attendait. Quand elle est devenue mère, je l'ai vue devenir de plus en plus rigide, surtout avec Kimberly. Elle a décrit des visites où je semblais anxieuse et renfermée, où mes parents critiquaient tout ce que je faisais tout en faisant des éloges excessifs de Mélanie et Preston. Elle avait essayé d'en parler à maman une fois, mais maman était devenue si en colère qu'elle avait menacé de couper tout contact. J'aurais dû en faire plus, a dit grand-mère Rose en pleurant. J'aurais dû appeler quelqu'un. J'aurais dû insister pour passer plus de temps seul avec Kimberly. J'ai laissé tomber cette petite fille. Mes grands-parents paternels étaient décédés quand j'étais plus jeune, mais Madame Park a interrogé la sœur de papa, ma tante Carole. Son témoignage était encore plus accablant. Tante Carole a décrit un barbecue familial l'été précédent où elle avait vu maman m'humilier publiquement devant toute la famille élargie. J'avais accidentellement renversé du soda sur ma chemise, et maman s'était lancée dans une conférence de 15 minutes sur ma maladresse constante et mon incapacité à faire quoi que ce soit de bien. C'était gênant pour tout le monde, a témoigné tante Carole. Kimberly est restée là à encaisser, les larmes coulant sur son visage pendant qu'Evelyn la réprimandait devant ses cousins, ses oncles, tout le monde. Quand j'ai essayé d'intervenir, de dire que ce n'était qu'un accident, Evelyn s'est retournée contre moi et a dit que je ne comprenais pas à quel point Kimberly était difficile à élever. Elle a également mentionné que lors de cette même visite, elle avait remarqué que Kimberly était la seule enfant à qui l'on demandait de nettoyer après le barbecue pendant que Mélanie et Preston jouaient avec leurs cousins. Quand elle avait proposé de m'aider, maman était rapidement intervenue, disant que les corvées faisaient partie de la construction de mon caractère et que m'aider après la leçon.
L'arrestation et l'enquête qui a suivi ont provoqué une onde de choc dans notre petite communauté de l'Indiana. Mes parents avaient si soigneusement façonné leur image publique que beaucoup de gens ont d'abord refusé de croire aux accusations. L'église où maman avait fait du bénévolat était divisée en deux. Certains membres se sont ralliés pour la soutenir, insistant sur le fait que les accusations devaient être exagérées ou que j'avais dû en quelque sorte provoquer la situation. Ils ont organisé des cercles de prière pour mes parents et ont recueilli des fonds pour leur défense juridique. Mais d'autres, en particulier ceux qui travaillaient avec des enfants, ont commencé à reconsidérer les interactions qu'ils avaient eues avec notre famille. L'enseignante de l'école du dimanche a mentionné que j'avais toujours semblé étrangement mature et désolé pour mon âge, ne demandant jamais de collation pendant les longs services religieux, même lorsque d'autres enfants avaient clairement faim. Madame Patterson, l'infirmière de l'école, a commencé à faire des liens qu'elle n'avait pas reconnus auparavant. Elle a réalisé que j'étais venu fréquemment à son bureau au cours de l'année écoulée avec des plaintes vagues, maux de tête, maux d'estomac, fatigue qui semblaient maintenant pouvoir être des symptômes de stress chronique et de privation intermittente de nourriture. Elle était toujours si polie, si désolée de prendre mon temps, a déclaré Madame Patterson aux enquêteurs. Elle demandait juste un cracker pour son estomac dérangé et le mangeait comme si elle mourait de faim. Je pensais qu'elle était juste une de ces enfants qui oubliaient de prendre leur petit déjeuner, mais maintenant je me demande combien de repas elle manquait réellement. Le conseiller d'orientation du lycée, Monsieur Davis, a également commencé à revoir ses interactions avec moi avec une nouvelle compréhension. Il avait noté dans mon dossier que j'étais exceptionnellement mature et autonome et réticente à discuter des questions familiales. Ce qu'il avait interprété comme de l'indépendance ressemblait maintenant à une enfant qui avait appris à ne pas demander d'aide. Les collègues de papa à l'agence d'assurance ont été choqués mais ont commencé à se souvenir de commentaires préoccupants qu'il avait faits sur la parentalité. Sa secrétaire s'est souvenu qu'il avait plaisanté sur le fait de devoir me guérir de mon attitude de tout médule et qu'il avait loué Mélanie et Preston pour être de vrais enfants tout en m'appelant l'enfant à problème. Un collègue a témoigné que papa avait dit un jour avec une fierté apparente que lui et maman avaient trouvé comment faire en sorte que la discipline tienne vraiment avec moi, ce qui impliquait que les punitions précédentes n'avaient pas été assez sévères. Pendant que je commençais à guérir en famille d'accueil, Mélanie luttait contre les conséquences de l'arrestation de nos parents. En tant que l'enfant modèle qui n'avait jamais fait face aux conséquences de ses actes, elle était complètement démunie face aux retombées sociales. Ses candidatures à l'université ont été affectées lorsque le conseiller d'orientation s'est senti obligé d'inclure des informations sur la situation familiale. Plusieurs écoles qui avaient initialement manifesté de l'intérêt sont devenues hésitantes à admettre une étudiante issue d'une famille aussi controversée. Mélanie venait d'avoir 18 ans 2 semaines avant le début du procès, ce qui signifiait qu'elle était légalement une adulte lorsqu'elle a témoigné. Cela a joué contre elle, car le tribunal a traité ses déclarations comme celles d'une adulte qui aurait dû savoir mieux plutôt que celles d'une enfant manipulée. Ses coéquipiers de débat et ses professeurs ont commencé à voir ses arguments précédents sur la responsabilité personnelle et l'amour vache sous un nouveau jour. Les commentaires qu'elle avait faits lors de débats sur le fait que certaines personnes ont besoin de conséquences plus strictes pour apprendre un comportement approprié étaient maintenant considérés comme le reflet des dynamiques abusives de sa propre famille. Le pire pour Mélanie a été la prise de conscience que son identité soigneusement construite de fille parfaite était bâtie sur ma souffrance. Elle avait été récompensée pour sa participation à ma maltraitance, louée pour sa maturité en soutenant ma punition, et présentée comme un exemple de ce à quoi je devais aspirer. Mais au lieu de reconnaître cela et de ressentir de la culpabilité ou du remords, Mélanie a campé sur ses positions. Elle a commencé à dire à quiconque voulait l'entendre que j'étais manipulatrice et que j'avais joué la victime pour détruire notre famille. Elle a affirmé que la punition avait fonctionné, que je commençais enfin à montrer du respect, et que l'intervention avait interrompu un important travail de construction du caractère. Preston m'a dit plus tard que Mélanie avait essayé de le convaincre de soutenir sa version des faits, de témoigner que nos parents avaient été aimants et que j'avais été le problème. Quand il a refusé, elle l'a accusé d'être endoctriné par les travailleurs sociaux et de trahir la famille. Son incapacité à accepter la responsabilité ou à montrer de l'empathie pour ce que j'avais enduré est devenue une autre pièce à conviction que les procureurs ont utilisée pour démontrer l'étendue du dysfonctionnement de la famille. Pendant sa déposition, l'avocat de Mélanie a dû lui conseiller à plusieurs reprises d'arrêter de faire des déclarations qui présentaient la maltraitance comme justifiée. Le parcours de Preston a été complètement différent de celui de Mélanie. La culpabilité qu'il ressentait pour sa participation à ma maltraitance était écrasante. Mais au lieu de le nier, il s'est plongé dans la compréhension de la façon dont cela s'était produit et de la manière de l'empêcher de se reproduire. Son thérapeute,
le docteur Thompson, l'a aidé à comprendre qu'il avait été manipulé par nos parents tout autant que moi, mais d'une manière différente. Alors que j'avais été le bouc émissaire, il avait été conditionné pour être un complice, récompensé pour avoir accepté la maltraitance et fait pour se sentir spécial pour sa conformité. Ils t'ont fait croire que blesser ta sœur l'aidait en réalité, a expliqué le docteur Thompson. C'est une forme de manipulation psychologique appelée désengagement moral. Ils t'ont convaincu que la cruauté était de la gentillesse, que la maltraitance était de la discipline. Preston a commencé à lire tout ce qu'il pouvait sur la dynamique familiale, la maltraitance et le traumatisme. Il a appris des concepts comme la triangulation, où les parents montent les enfants les uns contre les autres, et la parentification, où les enfants sont forcés d'assumer des responsabilités et des perspectives d'adultes. Il m'a écrit des lettres, de longues excuses sincères qui reconnaissaient non seulement ce qu'il avait fait, mais pourquoi c'était mal et comment il prévoyait de faire mieux. Il n'a pas cherché d'excuses ni essayé de minimiser son rôle. Il a pris l'entière responsabilité et s'est engagé à faire amende honorable. Je sais que je ne peux pas réparer le mal que j'ai causé, a-t-il écrit dans une lettre. Je sais que dire pardon n'efface pas les fois où je suis resté assis à manger pendant que tu avais faim ou les fois où j'étais d'accord quand maman et papa te traitaient d'irrespectueuse. Mais je veux que tu saches que je vois clair maintenant, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que rien de tel ne se reproduise jamais. Preston a également commencé à parler publiquement de ce qui s'était passé, malgré le coût social. Il a donné des interviews aux chaînes de télévision locales, parlant de la façon dont les enfants peuvent être manipulés pour participer à la maltraitance et de l'importance pour les jeunes de parler lorsqu'ils voient quelque chose de mal. Ses coéquipiers de football lui ont d'abord rendu la vie dure, le traitant de traître à la famille et disant qu'il aurait dû garder les affaires de famille privées. Mais Preston a tenu bon, expliquant que protéger les agresseurs n'était jamais plus important que de protéger les victimes. Ma sœur a failli mourir, disait-il à quiconque critiquait sa décision de témoigner. Elle mourait de faim dans notre maison pendant que nous étions assis à dîner en appelant ça de la discipline. Si ça ne vaut pas la peine d'en parler, qu'est-ce qui le vaut? Le procès a été un cirque médiatique dans notre petite ville. Maman et papa ont engagé un avocat coûteux qui a tenté de me dépeindre comme une adolescente à problème qui avait manipulé la situation. Ils ont prétendu que j'avais un trouble de l'alimentation et que je leur avais caché ma restriction alimentaire. Cette stratégie s'est retournée contre eux de façon spectaculaire lorsque l'accusation a présenté les preuves du carnet et les déclarations enregistrées de Mélanie. Il est difficile de plaider l'ignorance lorsque votre propre fille est enregistrée en train de décrire la stratégie familiale ou pour gérer mon manque de respect. Les preuves médicales étaient accablantes. Le docteur Cruz a témoigné que mon état était compatible avec une restriction alimentaire prolongée et un stress chronique, et non avec un trouble de l'alimentation. Un psychiatre a expliqué comment la violence psychologique avait été aussi dommageable que la négligence physique. Madame Patterson, l'infirmière de mon école, a livré un témoignage émouvant sur le moment où elle m'a trouvé effondré et sur l'appel téléphonique avec maman. Elle était plus préoccupée par le fait de manquer le travail que par l'urgence médicale de sa fille, a-t-elle dit au jury. Mais le témoignage le plus accablant est venu d'une source inattendue, Preston. Mon frère luttait contre la culpabilité depuis l'arrestation. Bien qu'étant mineur, il a demandé à témoigner sur ce qui s'était réellement passé dans notre maison. Son témoignage a été dévastateur. Ils m'ont fait sentir que j'aidais Kimberly, a-t-il dit, les larmes coulant sur son visage. Il disait qu'elle avait besoin des amours vaches pour devenir une meilleure personne, mais je pouvais voir qu'elle devenait de plus en plus maigre et de plus en plus triste, et je n'ai rien fait pour l'arrêter. Il a décrit les dîners de famille où il discutait de mes problèmes d'attitude pendant que j'étais enfermé dans ma chambre. Il a raconté comment maman et papa le louaient, ainsi que Mélanie, pour leur soutien au processus d'apprentissage de Kimberly. Il a admis qu'il avait apprécié l'attention spéciale et les privilèges qui accompagnaient le fait d'être les bons enfants. Je savais que c'était mal, a-t-il sangloté. Mais ils ont fait en sorte que ça ressemble à de l'aide. Je ne me pardonnerai jamais de ne pas avoir parlé. Maman a été condamnée à 3 ans de prison pour maltraitance et négligence d'enfant. Papa a écopé de 2 ans et demi. La juge a été particulièrement sévère dans ses remarques lors du prononcé de la peine, bien qu'elle ait noté qu'en tant que primo-délinquant, il recevait des peines quelque peu réduites avec l'attente d'une probation surveillée à leur libération. Les accusés ont utilisé la nourriture comme une arme contre leur propre enfant, a-t-elle déclaré. Ils ont transformé le besoin humain le plus fondamental en un outil de torture psychologique. Ils ont impliqué leurs autres enfants dans cette maltraitance, leur enseignant que la cruauté pouvait être justifiée comme de la discipline.
Le niveau de préméditation, comme en témoigne le carnet et l'approche systématique, démontre un mépris insensible pour le bien-être de leur fille qui choque la conscience. Mélanie et Preston ont été placés en thérapie. Mélanie, qui avait 18 ans au moment du procès, avait du mal à comprendre pourquoi tout le monde traitait nos parents comme des criminels. Elle avait sincèrement cru qu'ils m'aidaient à devenir une meilleure personne. Preston, en revanche, était dévasté par la culpabilité. Il a commencé à voir un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux et a lentement commencé à comprendre comment il avait été manipulé pour participer à ma maltraitance. Je suis resté avec les Johnson pour le reste de ma deuxième année, toute ma première et toute ma terminale. Ils m'ont aidé à rattraper mon retard scolaire, m'obtenant un soutien adéquat pour ma dyslexie et travaillant avec mes professeurs pour accommoder mes besoins d'apprentissage. Pour la première fois de ma vie, mes difficultés ont été accueillies avec du soutien au lieu de punition. Quand j'avais du mal avec les devoirs de lecture, Madame Johnson s'asseyait avec moi et m'aidait à les surmonter. Quand je me sentais dépassé, Monsieur Johnson me rappelait que la guérison prend du temps et que je n'avais pas à être parfaite. J'ai repris le poids que j'avais perdu, et même un peu plus, pendant que mon corps se remettait de la famine. Plus important encore, j'ai commencé à me souvenir de ce que c'était que de se sentir en sécurité. Les Johnson m'ont encouragé à poursuivre l'art, l'intérêt qui avait déclenché tout ce cauchemar. J'ai rejoint le club d'art que je voulais initialement rejoindre et j'ai découvert que j'avais un vrai talent pour le dessin et la peinture. L'art est devenu ma thérapie, un moyen d'exprimer des sentiments pour lesquels je n'avais pas de mots. J'ai 22 ans maintenant, et je viens d'obtenir mon diplôme universitaire en art-thérapie. Je veux aider d'autres enfants qui ont vécu ce que j'ai vécu. Je vis toujours avec les effets du traumatisme. J'ai parfois de l'anxiété liée à la nourriture, et j'ai du mal à faire confiance aux gens, mais je suis en voie de guérison. Preston et moi avons reconstruit notre relation. Il est maintenant à l'université et étudie le travail social. Il dit qu'il veut aider les familles avant qu'elles n'atteignent le point de rupture que la nôtre a atteint. Nous nous parlons régulièrement, et il a été une source de soutien énorme dans ma guérison. Mélanie et moi n'avons plus de relation. Elle croit toujours que nos parents essayaient de m'aider et que j'ai ruiné la famille en ne m'excusant pas simplement et en n'acceptant pas leur discipline. Elle est mariée maintenant et a un bébé, ce qui me terrifie car je m'inquiète de la façon dont elle pourrait traiter son enfant s'il ne répond pas à ses attentes. Maman et papa ont tous deux purgé l'intégralité de leur peine. Maman a été libérée il y a 2 ans après avoir purgé 3 ans, et papa a été libéré il y a 18 mois après avoir purgé 2 ans et demi. Ils ont déménagé dans un autre état immédiatement après leur libération. Ils ne se sont jamais excusés ni n'ont reconnu que ce qu'ils avaient fait était mal. Par des connaissances communes, j'ai entendu dire qu'ils continuent de raconter aux gens que j'étais une enfant difficile qui avait besoin de limites fermes. Voici ce qu'il en est de la vengeance, parfois, la meilleure vengeance est simplement de survivre et de s'épanouir. Mes parents ont essayé de me briser, de me faire croire que j'étais sans valeur et que je méritais d'être puni. Ils ont échoué. J'ai une belle vie maintenant. J'ai des amis qui se soucient de moi, une carrière qui me passionne, et un avenir plein de possibilités. J'ai appris à faire confiance à mes propres perceptions et à me défendre. J'ai appris la différence entre la discipline et la maltraitance, entre l'amour et le contrôle. Mes parents ont tout perdu, leur réputation, leur liberté, leur relation avec leurs enfants, et leur place dans la communauté qu'ils tenaient tant à impressionner. Mais plus que cela, ils ont perdu la chance d'avoir une vraie relation avec leur fille. Ils ont choisi leur besoin de contrôle plutôt que leur amour pour moi. Et ce choix leur a tout coûté. J'y pense parfois, à quel point les choses auraient pu être différentes s'ils avaient simplement écouté quand j'ai demandé à rejoindre le club d'art. S'ils avaient vu ma demande comme un signe d'indépendance croissante à encourager plutôt qu'une défiance à écraser. S'ils m'avaient aimé pour qui j'étais au lieu d'essayer de me forcer à devenir celle qu'ils voulaient que je sois. Mais je ne peux pas changer le passé. Tout ce que je peux faire, c'est m'assurer que le cycle se termine avec moi. Si vous êtes un enfant qui vit quelque chose de similaire, sachez s'il vous plaît que ce qui vous arrive n'est pas normal, et ce n'est pas de votre faute. Les adultes qui vous aiment n'utilisent pas la nourriture comme punition. Ils ne montent pas vos frères et sœurs contre vous. Ils ne vous traitent pas comme un problème à résoudre au lieu d'une personne à aimer. Dites-le à un professeur, un conseiller scolaire, une infirmière ou tout autre adulte de confiance. Continuez à le dire jusqu'à ce que quelqu'un l'écoute. Vous méritez d'être nourri, d'être en sécurité, et d'être aimé inconditionnellement. Si vous êtes un parent qui lisez ceci,
souvenez-vous s'il vous plaît que vos enfants ne sont pas des extensions de vous. Ce sont des personnes individuelles avec leurs propres pensées, sentiments et besoins. La discipline doit enseigner, pas détruire. L'amour doit élever, pas rabaisser. Et si vous êtes quelqu'un qui voit des signes de maltraitance, s'il vous plaît, parlez. Madame Patterson m'a sauvé la vie en passant cet appel téléphonique. Vous pourriez aussi sauver une vie.